Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Lionel Fleury. Il est 22h30 ce 23 septembre 2011 lorsque Lionel Fleury quitte son domicile. Sa femme, Muriel, a besoin d'aide car elle est en panne sur une petite route de campagne. Fin septembre 2011, en Bretagne. Nous sommes à la Gacilly, une petite commune de 4000 habitants, pleine de charme, où l'été se termine en douceur. C'est ici qu'habite la famille Fleury depuis maintenant 8 ans. Le père, Lionel, 43 ans, est un jeune cadre dynamique, responsable commercial dans une chaîne de restaurants à thème. Une situation plutôt confortable. Sa femme, Muriel, s'occupe à la maison de leurs 7 enfants. Dans la grande bâtisse familiale, la vie s'écoule sereinement. Leur couple va très très bien. Alizé Le Clavier, fille de Muriel Courret. Ils sont un couple très amoureux et très heureux. C'est une famille unie. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Il a les meilleurs rapports du monde avec sa femme. Mais cette belle harmonie va subitement se briser. Nous sommes le 23 septembre 2011, il est 21h passées. Lionel rentre du travail et il constate que sa femme Muriel n'est pas à la maison. À 22h, il commence à s'inquiéter et effectivement, il s'est passé quelque chose d'anormal. Il est 22h30 lorsque Lionel Fleury Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. va recevoir un appel téléphonique de son épouse qui se trouve dans une situation délicate. En effet, cette dernière a crevé un pneu, elle ne sait pas comment réparer. Alors, Lionel part dépanner sa femme. Mais rien ne va se passer comme prévu. D'abord, parce qu'il se retrouve sur une petite route complètement isolée. Sur place, il retrouve Muriel, bien embêtée. Le pneu avant gauche est complètement à plat et il faut le changer. Mais il y en a pour 10 minutes maximum. Alors qu'il démonte la roue, Lionel ne voit pas un homme sortir de la pénombre et se précipiter sur lui. Et là, à ce moment-là, il y a un type sorti de nulle part, qui arrive, qui l'agresse, qui lui donne d'abord un coup sur la tête et lui assène des coups de couteau. 7 coups de couteau à la tête, à la gorge, au foie, dans des parties vitales. Devant la violence de l'agression, Muriel s'écarte, horrifiée, comme tétanisée. Ça l'effraie, c'est de la panique. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Courret. Elle voit ce qui arrive à Monsieur Fleury qui est en sang et qui est agressé, et elle hurle. Les coups sont si violents et surtout si précis que Lionel se rend compte qu'on cherche à le tuer. Mais alors qu'il est grièvement blessé, il va trouver la force de riposter, ce qui va surprendre son agresseur. Il lui tient tête et Stéphane Cantero, substitut général. son agresseur, au bout d'un moment, va renoncer et prendre la fuite. Lionel reste conscient, mais il s'effondre dans une mare de sang. Muriel, quant à elle, est en pleine crise de panique. Elle aura le réflexe de prendre un portable et de tenter d'appeler les secours. Elle n'arrive pas à parler. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Elle pleure, elle crie, elle n'arrive pas à discuter avec les pompiers. Donc Lionel va prendre le téléphone et il indique le lieu où il se trouve aux pompiers. Sur place, une scène d'horreur attend les secours. Lionel, qui baigne dans son sang,
et Muriel, en pleine crise d'hystérie. Les pompiers découvrent une femme complètement paniquée, bien plus atteinte presque que son mari qui perd son sang et qui va devoir être emmené aux urgences puisque son pronostic vital pouvait être rapidement engagé. Muriel pense alors à ses enfants, seuls à la maison. Il faut les prévenir. Elle appelle l'aîné, Alizée, qui était de sortie. Ma mère m'a appelée pour me demander de rentrer chez moi, qu'il y avait eu un accident. Donc je suis arrivée à la maison, la porte d'entrée était grande ouverte, toutes les lumières étaient allumées. J'étais très effrayée, je pense que je me suis fait tous les scénarios en tête qui pouvaient leur arriver. On m'a juste dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que mon père était bien pris en charge et qu'on m'expliquerait plus tard. Pendant ce temps, Lionel est transporté, toute sirène hurlante, à l'hôpital de Rennes, à 68 km de là. Il est entre la vie et la mort. Son père, Jean-Pierre, arrive au même moment. Muriel tombe dans ses bras. Quand elle me voit arriver, elle se met à trembler de tous ses membres. Jean-Pierre Floury, père de Lionel. Donc je lui dis, Muriel, il faut calme-toi, n'importe comment. Toi, tu es vivante, tu aurais pu être violée, tu aurais pu être tuée. Lionel est vivant, et donc je pense que déjà, c'est déjà pas mal, je dis. Hein. Je me souviens être rentrée dans la pièce, passer quelques minutes et sortir en pleurant parce que je ne pouvais pas affronter ça. On rentre en réanimation. Le médecin ne nous avait pas prévenu du tout de son état. On voit un homme complètement défiguré, balafré de partout. Avec des pommettes rouges, jaunes, des points de suture et ayant du mal à s'exprimer, me disant « Papa, je ne sais pas ce qui est arrivé ». Ce qui frappe la famille comme les enquêteurs, c'est la violence de l'attaque. L'agresseur s'est acharné. 7 coups de couteau au visage, des entailles profondes au cou, mais aussi aux poumons, au foie. Comme si son objectif était bien de tuer Lionel. C'est le premier indice sur lequel vont travailler les gendarmes. La scène du crime était figée auprès d'un petit bois, dans la nuit. Peu de voitures ne circulaient. Philippe Billot, avocat d'Alizée Leclavier. Il n'y a pas d'éléments matériels permettant aux enquêteurs d'aller vers une piste. Au début, je pense que ça peut être un agresseur, comme tout le monde peut se faire agresser à l'heure actuelle, dans la rue ou à la campagne ou un marginal. Et ma première pensée a été celle-là, quoi. Pour avancer, les gendarmes ont besoin d'une description précise du criminel. Mais Lionel et sa femme ne se souviennent de rien. Monsieur Floury, il n'a rien à dire presque sur l'identité de son agresseur. Il décrit une ombre, une capuche. À cette heure-là, il fait nuit. Les lieux ne sont éclairés que par les phares de son véhicule qui éclairent au niveau de la roue, mais c'est tout. Une agression bien mystérieuse. Rien n'a été volé, ni la voiture, ni l'argent qu'avait le couple sur lui. Qui peut donc en vouloir à ce point à ce père de famille si tranquille ? Muriel, sa femme, n'en revient pas. Elle est bouleversée et puis elle est très étonnée de tout ce qui vient de se passer. Elle dit « je ne comprends pas, il n'y a pas une personne en particulier qui nous en veut ». Quand les gendarmes après lui demandent est-ce que quelqu'un peut lui en vouloir, Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. lui vit tranquillement, n'a pas d'ennemis, n'a pas de rivalité professionnelle. Il ne vit pas dans un monde où on règle ses différends en coups de couteau. Monsieur Floury il n'a aucun conflit avec ni des amis, ni sa famille, ni dans son travail, tout se passe bien. Il n'a vraiment aucune raison. Pour s'assurer qu'il n'y a aucun lien entre l'agresseur et les Floury, les gendarmes décident de questionner toute la famille. Je suis interrogée donc en début d'après-midi, moins de 24 heures après l'agression de mon père. Alizée Leclavier, fille de Muriel Couré. Les gendarmes me demandent ce que faisait ma mère à cet endroit.
En effet, les gendarmes s'interrogent sur la présence de cette mère de famille en pleine nuit sur une petite route isolée. Mais Muriel affirme qu'elle repérait un itinéraire pour accompagner Alizée le jour suivant. Muriel Couret dit qu'elle vient en repérage puisque le lendemain, elle devait conduire et chercher sa fille et les amis de sa fille dans une boîte de nuit à proximité. Stéphane Cantero, substitut général. Et donc elle venait en repérage pour faciliter le transport le lendemain. Elle précisera, ma voiture a fait du bruit. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'un pneu peut-être était crevé. J'ai garé ma voiture, paniqué de cet arrêt qui n'était pas prévu. Pour les gendarmes, la famille ne semble pas en cause. Elle apparaît très unie et même encore plus soudée après cette agression. Alors que Lionel Fleury est dans un état dramatique, inquiétant, il dira « Comment va ma femme ?» Il s'inquiétera beaucoup plus de savoir si elle n'a pas été, elle aussi, agressée ou atteinte par un coup de couteau. Mais cette façade d'une famille sans histoire, sans ennemis et sans conflit va très vite voler en éclats. Quelques jours après l'agression, les gendarmes retournent à l'hôpital pour interroger Lionel. Sa vie n'est plus en danger et il a retrouvé ses esprits. Alors ils vont lui demander de remonter dans le temps à la recherche du moindre événement anormal qui se serait produit depuis 1 an. Lionel ne se souvient de rien, à part peut-être d'une histoire qui lui avait paru insignifiante à l'époque. Lionel Fleury a indiqué aux enquêteurs que les véhicules lui appartenant avaient fait l'objet de sabotages relativement étranges. Nous sommes en novembre 2010, 10 mois avant l'agression. Lionel se rend à son garage car un voyant de frein s'est allumé sur le tableau de bord de sa voiture. Le mécanicien est un peu intrigué par ce qu'il découvre. Les freins de sa voiture ont été trafiqués de manière à ce qu'il puisse plus s'arrêter et avoir un accident grave pouvant amener à son décès. Voilà. Les freins trafiqués ? Sur le moment, Lionel n'y croit pas trop. Seulement voilà, l'affaire se reproduira plusieurs fois en 10 mois. Cela commence à faire beaucoup de coïncidences. Le câble de la voiture de fonction de M. Fleury a été sectionné à 3 reprises. Ça, c'est le garagiste lui-même qui le dit. Il a trouvé étrange que ce ne soit pas de l'usure ou des dysfonctionnements, que ce soit sectionné. Ça peut être imputable à n'importe qui. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. Imaginez, ça peut être des petits gamins voyous du quartier qui font ça. Et au final, Lionel, qui est d'un naturel insouciant, ne s'en préoccupera pas plus que cela. Mais aujourd'hui, après l'agression qu'il vient de subir, cette histoire de voiture sabotée est très intrigante pour les gendarmes. Ils commencent à penser qu'on lui en veut. La vie de Lionel ne serait peut-être pas aussi lisse qu'il veut bien le dire. N'aurait-il pas des choses à cacher, des ennemis inavouables ? Ils insistent, se font pressants, et après une demi-journée, Lionel craque. Il va avouer aux enquêteurs qu'il a eu une aventure adultère avec une Nathalie. L'époux modèle a trompé Muriel pendant quelques semaines. Lionel était très amoureux de Nathalie, une belle jeune femme, très affectueuse, et surtout, elle pouvait lui apporter ce que son épouse n'était plus en mesure de lui donner. Car les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent en effet que la vie du couple n'était pas très harmonieuse et que Muriel ne pouvait plus avoir de relations sexuelles. Cette dernière dira qu'elle a un problème des ovaires. Lionel Fleury s'était aperçu
que les relations sexuelles avec son épouse étaient malheureusement aplanies. Il n'y avait plus la cohabitation nécessaire entre couples. Pour les gendarmes, ce problème de couple et surtout la piste de l'adultère relance toute l'enquête. Ils creusent cette liaison extra-conjugale et ils s'intéressent au mari trompé. Ils veulent savoir s'il était au courant que sa femme entretenait cette relation amoureuse. Le mari l'a appris, était très en colère. Peut-être aurait-il pu commettre cette agression. Les gendarmes vont donc convoquer ce mari Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. dont l'épouse n'a pas toujours été, me semble-t-il, d'une grande fidélité. Chroniqueur judiciaire à Ouest France. Donc l'hypothèse est très très vite balayée. Retour à la case départ. Les gendarmes n'ont plus de suspects en vue. En revanche, ils sont maintenant persuadés qu'on en veut à Lionel. Et ils se demandent si cette famille, en apparence si paisible, ne serait pas habitée par d'autres secrets qui pourraient éclairer l'agression. Un avis partagé à la Gacilly par un personnage haut en couleur et qui va mener sa propre enquête. Jean-Pierre Fleury, le père de Lionel. Un vrai breton, un fort en gueule, un personnage très méticuleux et surtout très suspicieux. Tout le monde peut se faire agresser à l'heure actuelle dans la rue. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Mais quand j'ai vu la tête de mon fils, je dis ça c'est autre chose, quoi, parce que on donne pas des coups de couteau aux endroits pratiquement vitaux. J'étais en colère à l'intérieur et j'ai dit comment je trouverais la personne qui a fait ça. C'était mon objectif. Jean-Pierre est persuadé qu'il se passe de drôles de choses dans la maison familiale de son fils, des choses dont on veut le tenir à l'écart. Tout commence 3 semaines après l'agression. Ce jour-là, Lionel peut enfin quitter l'hôpital et retrouver la sécurité de son foyer à la Gacilly. Mon père rentre à la maison, il essaye d'être fort. Il va retrouver son foyer conjugal où il cherche du réconfort. Ma mère est aux petits soins pour lui, elle essaye d'être présente au maximum. Il se dit qu'elle est complètement choquée et donc il passe beaucoup de temps à ses côtés et il est totalement amoureux d'elle. Mais l'atmosphère dans le foyer n'est plus la même. Un changement causé par l'omniprésence d'un nouveau personnage, un certain Patrice Pluhaut, un joyeux compagnon qui a tendance à s'incruster depuis le drame. Patrice Pluhaut était un peu l'homme à tout faire du village. Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. C'est un homme qui sait tout, qui a tout vu et qui a une vie dans les bars et les bistrots. Régulièrement, il est là de plus en plus à la maison, il est présent. Et l'arrivée de Patrice n'est pas sans conséquences. Elle se fait au détriment de Jean-Pierre, le grand-père râleur, que Muriel trouve subitement un peu trop envahissant. Avec Kevin, mon fils, on passait tous les jours voir les petits-enfants. Et donc, elle m'a dit un jour, j'aimerais bien, Jean-Pierre, que vous ne passiez pas tous les jours, parce que en plus, ça se traumatisait les enfants. Jean-Pierre est donc mis sur la touche. Il ne peut plus venir à la Gacilly. Et il le vit très mal. Il prend Muriel en grippe. Les choses s'enveniment. On ne lui répond même plus au téléphone quand il appelle la maison. Alors un beau matin, il n'en peut plus. Un jour, j'arrive sans prévenir. Les volets étaient fermés. Je téléphone à mon fils ne répondait pas. J'appelle ma belle-fille, elle répond. Et là, elle m'a dit, je suis à la Gacilly, j'arrive tout de suite. Elle arrive d'une façon assez rapide avec sa voiture. Et là, Jean-Pierre n'en démord pas. Il veut rentrer dans la maison et voir son fils, car il l'a appelé plusieurs fois au téléphone et il n'a jamais répondu. Un silence qui l'inquiète. Jean-Pierre a un mauvais pressentiment. Et il n'a pas tort.
Elle va le chercher et mon fils descend les escaliers. On aurait dit un zombie, quoi. C'est une loque, il tient plus debout. Cet état, eh bien, au départ, tout le monde pense Stéphane Cantero, substitut général. lié à l'agression, les contre-coups de l'agression, une espèce de contre-coup psychologique et physique. Vraiment, je rentre, j'étais vraiment effaré. Donc il me donne l'impression d'être peut-être drogué ou sous la... Pas du tout avec le caractère de mon père. Il a toujours été un battant. On ne reconnaît plus le monsieur Fleury, le Lionel Fleury. En fait, se laisser mourir totalement et ne rien faire. Lionel Fleury n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais pour son père, Jean-Pierre, cela n'a rien à voir avec les contre-coups de l'agression. Quelqu'un... On ne savait pas quoi. Et un nouveau drame va conforter ses suspicions. 2 mois après l'agression, Lionel Fleury met fin à sa convalescence. Il veut retourner travailler à son bureau à Paris. Et il devait reprendre son travail parce qu'il ne voulait pas perdre sa situation. Mais pour moi, il n'était pas encore apte à reprendre son travail. Lionel Fleury reprend son travail donc fin décembre, quand soudainement... Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Il va avoir un accident de voiture parce qu'il va s'endormir au volant. Il m'appelle l'autoroute et il me dit je suis sur une aire et je viens de me prendre la rambarde de sécurité. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Je me suis endormi. Bah, tu sais, papa, j'ai l'impression d'être bourré. Hein. Il savait pas pourquoi il était comme ça. Pour Jean-Pierre, c'est l'accident de trop. Selon lui, il s'inscrit cet accident dans la foulée du sabotage de la voiture, mais aussi de l'agression au couteau et enfin de la convalescence qui semble avoir plus affaibli son fils que l'avoir rétabli. Je pense qu'on voulait le tuer une autre fois, quoi. Et je me dis, alors, on a voulu le tuer lorsqu'il est parti à Paris, on a voulu le tuer lorsque tous les pneus ont été crevés devant chez lui. Il y avait une succession, en fait, de tentatives de meurtre. Les gendarmes se disent qu'il y a quelque chose d'anormal et dans la famille, pas à l'extérieur ni à l'hôpital. Jean-Pierre, lui aussi, est persuadé que Lionel n'est pas en sécurité chez lui. Alors il veut l'éloigner de son foyer conjugal pour le placer en hôpital psychiatrique. Et il ne laisse pas le choix à Muriel. Quand vous avez votre mari qui est à 4 pattes pour aller aux toilettes, qui s'urine dessus, qui mange avec ses mains, et bouge pas, quoi. Donc je me dis, mais il va crever, quoi. Je me dis moi-même, il va crever. Je lui dis, Muriel, il faut faire hospitaliser ton mari. Ça ne va pas, il va crever. C'est un soulagement de savoir qu'il va être dans une institution. Et en même temps, c'est très dur de se dire que son père est en psychiatrie. Lionel Fleury, interné en hôpital psychiatrique comme malade mental, qui aurait cru ça du jeune cadre dynamique à qui jusqu'ici tout réussissait? Il connaît une descente aux enfers que rien ne semble pouvoir arrêter. Pourtant, c'est à l'hôpital qu'un coup de théâtre va relancer tout le dossier. Dès son arrivée, Lionel vit très mal son internement. Son foyer lui manque, il veut voir sa femme Muriel et surtout ses enfants. Je vois pas mon père pendant cet internement. Nous, les enfants, on comprend pas du tout ce qui se passe. Notre père est interné. Et résultat, je refais une dépression à peu près à ce moment-là.
La famille est au bord de l'explosion. Alors, de leur côté, les médecins mettent les bouchées doubles. Ils veulent savoir pourquoi Lionel, dans la force de l'âge, se trouve en si piteux état. Ils dressent un bilan de santé extrêmement rigoureux, entretien avec des psychiatres, scanner du cerveau et bien sûr, des prises de sang. Et là, surprise, il retrouve dans son organisme des substances chimiques qui n'ont strictement rien à y faire. On s'aperçoit qu'il a des benzodiazépines avec des taux incompatibles avec des taux normaux de traitement. Le procureur est effaré. La benzodiazépine est un puissant somnifère délivré uniquement sur ordonnance. Or, aucun médecin n'avait prescrit un tel médicament et surtout en de telles quantités. Une première analyse est faite. Stéphane Cantero, substitut général. On constate un taux correspondant à 9 fois le taux normal, 9 fois. 9 fois une prescription normale. De quoi assommer un éléphant. Bref, on aurait voulu que Lionel Fleury ait un accident de voiture, qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Les soupçons de Jean-Pierre se renforcent jour après jour, et son inquiétude grandit lorsqu'il apprend que Lionel veut quitter l'hôpital et retourner chez lui. Il me dit, je veux être près de ma femme et je veux être près de mes enfants. Ça, c'était son obsession, être près de sa femme et de ses enfants. Mais Jean-Pierre redoute un nouveau drame. Alors c'est très inquiet qu'il le voit repartir à la Gacilly pour un week-end. Pourtant, tout se passe bien. La famille est heureuse de se retrouver et Lionel témoigne à nouveau toute son affection à sa femme. Il cherche totalement à la réconforter, à être présent pour elle et il n'en parle pas forcément de l'agression. Il nous en dit le minimum possible. Le week-end semble avoir été réconfortant. Mais cette impression est trompeuse, car lundi matin, quand Lionel retourne à l'hôpital, les médecins n'en croient pas leurs yeux. C'est un homme à nouveau dévasté qu'ils accueillent. Immédiatement, ils lui refont une batterie d'examens, et là, stupeur, les résultats sont bien pires qu'avant sa permission. La prise de sang montre un taux de benzodiazépine, qui est la molécule qu'il avait dans le sang depuis le début. Alizé Le Clavier, fille de Muriel Courret. Qui est 16 fois du taux normal. Quand il revient à l'hôpital, il a un taux encore supérieur. Là, on s'aperçoit que ça va être à nouveau augmenté. Donc c'est un taux très très important. Dans les 2 jours qui lui ont permis de reprendre un peu de contact familial chez lui, Philippe Billot, avocat d'Alizé Le Clavier. Les substances étaient toujours injectées. Or, il n'est allé que chez lui. Lionel a été drogué. Il est à nouveau plongé dans une semi-torpeur, privé de toute volonté. Son père, Jean-Pierre, en est persuadé. On a cherché à empoisonner son fils, et pas n'importe où, chez lui, à la Gacilly, là où il aurait pourtant dû être en sécurité. Les soupçons se resserrent sur la famille. La Maison du Bonheur serait le lieu de tous les mystères, voire d'une conspiration. Ses membres vont être placés sous surveillance discrète. Le père de Lionel, plus suspicieux que jamais, a sa belle-fille dans le collimateur. Car c'est elle qui le tient à l'écart. C'est elle qui lui interdit l'accès de la maison familiale. Mais il n'a pas assez d'éléments compromettants pour en faire part à son fils. Et j'aurais peut-être dû m'en mêler à une certaine époque, mais je pense que je serais arrivé à une fâcherie avec Lionel. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc, c'est ce que je voulais pas. Alors, il se met à enquêter de son côté. Il recherche des témoignages, en vain, impossible de découvrir des éléments à charge contre Muriel. Mais il ne baisse pas les bras et il en parle au téléphone avec sa fille Vanessa, la sœur de Lionel. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et elle va découvrir quelque chose de suspect. Aussitôt, elle appelle Jean-Pierre. Ma fille Vanessa me dit tu devrais regarder sur Facebook, il y a
Muriel parle avec un certain M. Puot. Et moi, je connaissais pas du tout Facebook, je m'intéressais pas du tout. Là, je reste interloqué, avec une belle photo. Et là, je découvre que, en fait, il y a quelque chose qui se passe entre Muriel Couret et Patrice Pluot. Les gendarmes découvrent rapidement que Muriel Couret a appelé Patrice Pluot. Pendant un mois, il y a plus de 6000 échanges téléphoniques, SMS, conversations et autres. Muriel Couret, elle se retrouve avec Patrice Pluot. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Qui vient pratiquement vivre chez Lionel Fleury pendant que lui, il est hospitalisé. Régulièrement, ils vont faire des fêtes ensemble. L'enquête fait un bond. Les gendarmes découvrent cette fois que c'est Muriel qui trompe son mari avec Patrice Pluot, le bon camarade, celui qui venait égayer la maisonnée après le drame. Cette double vie de Muriel va attirer l'attention des enquêteurs. Est-ce qu'elle ne cacherait pas d'autres secrets inavouables? Et c'est à ce moment-là vraiment que ce trait de caractère de Muriel Couret et cet aspect de manipulatrice va être révélé en fait. Car cette liaison cachée dévoile aux gendarmes un autre mensonge. Muriel avait affirmé à son mari qu'elle avait un cancer des ovaires qui l'empêchait d'avoir toute relation sexuelle. Comme ils ont décidé de vérifier désormais toutes ces déclarations, les enquêteurs appellent l'hôpital et ils se font envoyer son dossier médical. Ce dernier n'indique aucune trace de traitement en cancérologie. En revanche, le dossier mentionne un suivi pour grossesse. Les gendarmes vont aussi apprendre que cette femme attend un enfant. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Et sûrement pas de Lionel, son mari, à qui elle se refuse depuis des mois, à cause d'un prétendu cancer qui n'a en fait en réalité jamais existé. Un faux cancer, une grossesse cachée, pour les enquêteurs, la duplicité de Muriel saute aux yeux. En toute discrétion, elle est en train de se construire une nouvelle vie avec son amant Patrice. Les gendarmes partent sur cette piste. Ils lancent une enquête de proximité et ils apprennent que Muriel sort beaucoup le soir. Elle adore faire la fête. Elle fréquente assidûment les bars et les boîtes de nuit. Bon, j'ai découvert par suite sur Facebook aussi qu'elle allait dans les boîtes de nuit. Elle allait au Minkoff Café, à Guinguette, elle allait encore à Pipriac dans une autre boîte. Donc, et on la voyait en photo. On le verra par la suite qu'elle avait organisé des soirées où on jouait au poker d'ailleurs. L'expression de slip poker, qui est une nouvelle expression, cette femme, alors que le père était souffrant, elle jouera avec Pluot et se déshabillera devant ses enfants. Le couple Muriel-Patrice s'est laissé aller dans une spirale infernale, un parcours inquiétant qui attire sur eux les soupçons des enquêteurs. D'autant qu'un troisième larron se joint à leurs folles équipées, le jeune Jean-Sébastien Thomas, 20 ans, un garçon influençable qui vit de petits boulots et qui tombe sous leur coupe. Ils passent des journées ensemble ou des soirées. Stéphane Cantero, substitut général. À jouer au billard et à consommer. Ils sont assez amis, assez proches. Je sais qu'il était tout jeune à l'époque, avec des problèmes liés à la consommation d'alcool. Alexandra Nokovic, avocate de Jean-Sébastien Thomas. Et puis qu'il était à ce moment-là plutôt isolé et sans contact vraiment très conséquent avec ses parents. Un personnage fragile dont les gendarmes découvrent qu'il fait lui aussi quasiment partie de la famille Fleury. Et on s'aperçoit aussi que le jeune Thomas est le petit ami d'Alizée, la fille de Muriel Couret. Patrice et Muriel, les deux amants,
exercerait même une influence nuisible sur le jeune Jean-Sébastien Thomas. C'est en tout cas ce que constate Alizée. Jean-Sébastien est changé. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Il boit de plus en plus, il se renferme sur lui-même, on n'échange plus rien pratiquement. Il va beaucoup en soirée, il commence petit à petit à ne plus aller au travail. Pour les gendarmes, si le mode de vie du trio les intrigue, s'ils s'interrogent sur le comportement étonnant de Muriel, tout cela n'éclaire pas la mystérieuse agression de Lionel. Tout ce que ça peut vouloir dire, ça, c'est que le couple ne va pas bien. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Courret. Elle sort, ce qu'elle faisait beaucoup moins avant. Elle a des amis dans les bars. Et puis, elle a une aventure. Il y en a un que cette vie dissolue révolte de plus en plus, c'est Jean-Pierre. Il veut en savoir plus sur la vie secrète de Muriel, les personnes qu'elle rencontre, les lieux qu'elle fréquente. Et là, il tombe sur un nouveau mensonge de Muriel, un mensonge crucial. Muriel avait affirmé en effet que, le soir de l'agression, elle était allée repérer la route pour accompagner sa fille en boîte de nuit. Une explication acceptée par tout le monde, mais Jean-Pierre va la mettre en pièces. Je découvre que Alizée avait été à la guinguette le 13-9. Jean-Pierre Floury, père de Lionel. Et donc je me dis en moi-même, une jeune fille de 17 ans qui connaît où est la guinguette, sa mère n'a pas besoin d'aller reconnaître l'itinéraire. Et donc là je me suis dit, là il y a un loup. Et Jean-Pierre a vu juste. Non seulement Alizée connaissait cette boîte de nuit, mais sa mère Muriel aussi. Et il y a des preuves. Un élément déclencheur des soupçons qui vont être portés sur Muriel Courret, c'est les photos de la soirée qui se passe dans la discothèque, qui est son alibi en fait. La discothèque dans laquelle elle dit qu'elle fait un repérage le soir de l'agression. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Les gendarmes vont se rendre compte qu'elle est déjà allée dans cette discothèque et que du coup elle n'avait pas de repérage à faire ce soir-là. Ça va plus, ça fonctionne plus en fait ce qu'elle a dit. Elle devait faire un repérage, or elle y était déjà allée. Pour les gendarmes, c'est clair, Muriel ment. Et ils commencent à envisager l'impensable. Ne serait-elle pas mêlée à cette agression qui reste pour eux une énigme ? Mais ils butent sur le mobile. Pour quel motif peut-elle souhaiter la mort de son mari ? Les enquêteurs continuent de fouiller la vie de Muriel et ils décident d'examiner les comptes de la famille. On va s'apercevoir qu'elle dépense de l'argent. Serge Leluyer, chroniqueur judiciaire à Ouest France. Qu'elle s'est endettée horriblement, qu'elle sait plus comment faire face à ses dettes. Le loyer n'avait pas été payé pendant presque 18 mois. Il y avait un arrêté d'expulsion. Elle ment tout le temps, elle ment à son mari, elle ment à ses gosses, elle ment tout le temps. Muriel Courret, elle a plus du tout cet aspect de l'épouse inquiète, bouleversée. Là, franchement, l'image d'un mère de famille impeccable commence sérieusement à se fondir. Muriel a fait son choix. Elle préfère cette vie de fête et de dépenses avec son amant plutôt que celle de femme au foyer avec son mari. Elle ne veut plus de Lionel, mais voilà, elle a besoin de son argent. Un mobile se dessine. Il y avait des disputes, tout tourne autour des questions d'argent et d'éducation des enfants. Stéphane Cantero, substitut général. Et à partir de là, au cours des disputes, des menaces de divorce de part et d'autre fusent. Et à partir de là, la dégradation s'accélère vraiment. Les enquêteurs creusent ce mobile et ils s'aperçoivent que Muriel déteste son mari, à tel point qu'elle regrette que Lionel n'ait pas été tué lors de l'agression. Et c'est la jeune Alizée qui surprend un soir cette incroyable confession de sa mère. Ma mère et Patrice sont de plus en plus proches. J'entends des phrases, des conversations depuis quelques mois. Ça devient difficile en fait d'entendre toutes ces phrases, comme quoi ma mère me dit qu'elle aurait préféré que mon père y reste, alors que c'est censé être son mari, qu'elle est censée avoir très mal vécu l'agression elle aussi. Muriel aurait donc préféré que Lionel meure au cours de l'agression. Et ça n'est pas le seul aveu que surprend Alizée. Sa mère et son amant évoquent entre eux les puissants somnifères trouvés dans le sang de Lionel. Alizée me dit qu'elle avait entendu une conversation entre sa mère et M. Pluhaut
Et M. Pluot lui disait à sa mère, tu as qu'à lui donner ça, tu verras, ça se passera bien. Ce sont des médicaments qui vont ensuite être administrés à Lionel, la victime. Alizée réalise que sa mère et Patrice, son amant, seraient peut-être les personnes qui en veulent à Lionel depuis des mois. Et elle commence à avoir peur de sa propre mère sous son propre toit. Elle aura peur, en fait, Alizée. Elle se sent en danger avec Muriel Couret à ce moment-là. Elle commence à reconstituer ce puzzle et se rendre compte que c'est très certainement sa mère, avec l'aide de son amant et du petit ami d'Alizée à l'époque, que cette agression a eu lieu. Je lui dis, écoute Alizée, si tu sais des choses, si tu connais des choses, il faut le dire à la gendarmerie, parce que je dis, un jour ça se découvrira et ça peut se retourner à ce moment-là contre toi. Tout se bouscule dans sa tête. Elle se retrouve face à un cruel dilemme. Ne rien dire, et c'est Lionel qu'elle met en danger par son silence, ou parler aux gendarmes, ce qui revient à dénoncer sa propre mère. La jeune fille vit un cauchemar, et la mort dans l'âme, elle prend sa décision. Elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle aille à la gendarmerie faire part de ses doutes et de ses soupçons auprès des gendarmes. Tout bascule le 17 avril 2012. Ce jour-là, Alizée se rend à la gendarmerie et fait part de tous ses doutes. Avec ce témoignage et les indices qu'ils ont accumulés, les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Le lendemain, ils interpellent Muriel Couret et c'est un point de non-retour. Quelle que soit l'issue de l'enquête, dans la famille, plus rien ne sera comme avant. Muriel, mais aussi Patrice, son amant, et le jeune Jean-Sébastien sont placés en garde à vue à la gendarmerie de Vannes. C'est un épisode clé de l'affaire qui commence. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont voulu tuer Lionel. Mais encore faut-il le démontrer. Et ils n'ont aucune preuve matérielle. L'interrogatoire de Muriel commence et les gendarmes sont perplexes car ils ont du mal à cerner sa véritable personnalité. C'est un personnage, on va le découvrir. Philippe Billot, avocat d'Alizée Leclavier. Un personnage intelligent, mesquin, capable de subjuguer ses interlocuteurs. Muriel Couret, elle a un pouvoir de persuasion. Géraldine Pitel, avocate de la partie civile. Sur les personnes en général et sur les personnes qui lui sont proches. Je ne vois pas cette personnalité qui réfléchit. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Couret. Je ne vois pas quelqu'un d'aussi calculateur que ça. Les gendarmes vont malgré tout écouter ce qu'elle va leur dire, mais avec la plus grande prudence. Dès le début de la garde à vue, ils jouent d'emblée leur atout-maître. Cet atout-maître, c'est le témoignage d'Alizée, accablant pour sa mère. Et là, surprise, moins d'une heure après son interpellation, Muriel Couret passe aux aveux. Muriel Couret va reconnaître sa participation. Elle va même s'instituer comme commanditaire. C'est elle qui commande un crime. Mais les gendarmes se méfient. Que cachent ces aveux un peu trop spontanés ? Pour le savoir, ils vont devoir détricoter l'incroyable machination qu'elle a imaginée pour se débarrasser de son mari. Car ce qu'elle raconte aux enquêteurs est digne d'un roman policier. D'abord, elle a convaincu son amant Patrice d'entrer dans son plan meurtrier. Monsieur Pluot, lui, essentiellement, c'est l'amour. Il est vraiment fou amoureux de Muriel Couret. Il fait déjà, au bout d'un mois, des projets de mariage. Ce sera la stratégie de défense de Patrice, un amour aveugle. Mais pas totalement, car s'il accepte de jouer les complices, il refuse d'être le meurtrier. Muriel est coincée, elle n'arrive pas à recruter un assassin, un bad boy. Elle va devoir improviser et trouver un amateur, ce qui va fragiliser son plan. Elle précisera qu'elle a dû faire appel, puisque les bad boys
n'avait pas fourni son équipage meurtrier, elle précisera qu'elle a donc fait appel à Jean-Sébastien Thomas, qui le confirmera. Muriel Couret a reconnu que c'est elle qui lui avait demandé de le faire et avait promis l'argent. Jean-Sébastien Thomas avait été commandité pour une somme de 50 000 €. Le jeune Jean-Sébastien craque pour l'argent. Mais Muriel, trop contente d'avoir son homme de main, ne s'est pas posé la question de savoir s'il était capable de tuer son costaud de mari. Elle est déjà passée à l'étape suivante, organiser le guet-apens. Depuis plusieurs jours, Muriel Couret avait, avec son compagnon, Jean-Sébastien Thomas, repéré les lieux, vérifié les endroits où les voitures ne circulaient pas et ainsi planté le décor du crime. Jean-Sébastien Thomas a choisi ce lieu parce que c'est un chemin isolé. Alexandra Nokovic, avocate de Jean-Sébastien Thomas. Qui est très peu fréquenté et finalement il n'y a pas de risque de rencontrer quelqu'un. La nuit de l'agression, tout est en place. Muriel entre en scène avec Jean-Sébastien, il crève son pneu, puis part se cacher dans les taillis. Quelques minutes plus tard, Lionel arrive sur place et tombe dans la gueule du loup. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Jean-Sébastien saute sur Lionel, sauf que, dans la bagarre, il n'arrive pas à prendre le dessus et à achever sa victime. Jean-Sébastien Thomas, au moment où il assène ses coups et fait front à la réaction de Lionel Fleury, ne s'attend absolument pas à cette force de la nature qui a une carrure quand même assez imposante, qui est un homme assez grand et qui va littéralement se rebeller. C'est le grain de sable. Conséquence, Jean-Sébastien Thomas s'enfuit, Lionel est vivant, Muriel panique, son guet-apens a échoué, elle n'a désormais qu'une seule obsession, ne pas se faire prendre. Heureusement pour elle, la suite du plan fonctionne. Patrice, son amant, fait disparaître les indices qui auraient pu révéler le complot. Monsieur Thomas, lui, s'est retiré. Stéphane Cantero, substitut général. Est allé plus loin, a appelé Patrice Pluhaut, qui, comme convenu, est venu le chercher avec son véhicule. Il a su le conseiller, après les faits, de prendre ce couteau, après l'avoir demandé à Jean-Sébastien Thomas en lui disant « On va se débarrasser de cette arme, de la jeter par la fenêtre ». Faire disparaître ses vêtements, de se laver pour faire disparaître le sang. Avec une telle machination qui maquillait le crime en agression isolée, Muriel espérait que la vérité n'éclaterait jamais. Mais alors, les gendarmes, toujours aussi méfiants, se demandent pourquoi elle a avoué. Et ils vont vite comprendre où elle veut en venir. Tout va se jouer sur le mobile. Un deuxième coup de théâtre survient. Muriel essaie de se faire passer pour une victime. Et elle met en cause son mari, Lionel. Ma mère me dit que ça va pas avec mon père, que leur couple ne va pas en réalité. Alizée Leclavier, fille de Muriel Couret. Ma mère me fait comprendre que mon père est violent avec elle. Muriel Couret va dire dans un premier temps que si elle a fait ça, c'est parce qu'elle était victime de violences conjugales. Lionel Fleury, qui serait violent, qui la rabaisserait, qui la traiterait finalement presque comme une moins que rien. Ça a été en réaction par rapport à ce qu'elle subissait qu'elle a imaginé un projet complètement fou, qui l'a complètement dépassé et qu'elle regrette beaucoup. Des violences conjugales, véritable mobile ou ultime manipulation. Il faudra attendre le procès pour savoir si les affirmations de Muriel sont fondées. En revanche, les gendarmes ripostent et vont lui opposer une autre thèse. Ils ont beaucoup étudié les comptes de la famille et pour eux, le mobile inavoué de la tentative d'assassinat, c'est la fortune de Lionel. Lionel Fleury avait une aisance financière, donc la question de l'argent, effectivement.
Alors, quels sont les vrais motifs de la tentative d'assassinat ? Si ce sont des violences conjugales, Muriel peut espérer des circonstances atténuantes. Si c'est l'argent, elle devra craindre des circonstances aggravantes. Comment va trancher la justice ? Les assises vont connaître quelques rebondissements. Car, en première instance, Muriel est condamnée à 20 ans de prison pour tentative d'assassinat. Jean-Sébastien écope de 12 ans de réclusion criminelle pour le même motif. Et enfin, Patrice, l'amant, est envoyé 10 ans derrière les barreaux pour complicité. Mais le parquet fait appel. Il veut aggraver certaines peines. Tout est remis en cause. Pour Muriel, c'est son ultime chance d'essayer de convaincre la justice qu'elle est aussi une victime dans cette affaire. C'est donc le 12 mai 2017 que tout va se jouer au tribunal de Rennes. Alizée n'en peut plus d'attendre le dénouement de cette tragédie. Dans la salle d'audience, tout le monde se prépare au dernier round de l'affaire. Lionel, le miraculé, est préoccupé. Il craint que sa femme ne le salisse en le faisant passer pour un mari violent. Mais il peut compter sur l'avocat général, Stéphane Cantero, qui fourbit ses arguments. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Le procès commence et il se déroule mal pour Muriel. Son mobile est balayé. La cour ne retient pas les violences conjugales. Toutes les peines sont confirmées. Cette fois, l'affaire Fleury est bien terminée. L'heure du soulagement pour Jean-Pierre et pour son fils Lionel. Le verdict est le même qu'aux assises de Vannes. C'est tout ce que j'attendais. Lionel Fleury, la victime. Voilà, donc la justice, là, elle est rendue. Il y a beaucoup d'émotions et puis un vide. Et puis, voilà, ça me redonne de la niaque pour démarrer dans la ville. Je revis, là. Je revis. Voilà. Et je vais revivre. Et puis là, j'attends qu'une seule chose, c'est de retrouver mes enfants. Mais c'est la fin. La fin d'un long combat aussi pour Jean-Pierre, le premier qui a cru à la culpabilité de Muriel et qui n'a jamais laissé tomber cette piste. J'ai passé bientôt 6 ans sur cette affaire et à chercher jour et nuit quelquefois des informations pour les donner aux gendarmes. Jean-Pierre Fleury, père de Lionel. Et donc je suis content de pouvoir classer ça. Et je pense qu'on va repartir avec mon fils Lionel et toute la famille sur une nouvelle voie. Et je pense que c'est une coupure définitive ce soir sur cette affaire. Un immense gâchis et pour Muriel, le choc de la sentence. La première fois où elle a entendu 20 ans, il y avait une espèce d'impression de néant. Éric Lemonnier, avocat de Muriel Courret. 20 ans, c'est inimaginable, on ne se projette pas à 20 ans, et elle ne se projetait pas. 40 ans plus 20, ça fait 60 ans. Il n'y a plus de vie. Il n'y a rien qui explique ce qu'elle a fait. Alizée Leclavier, fille de Muriel Courret. Et rien qui peut faire que je lui pardonne sur ce qu'elle a pu faire. Une affaire hors norme dont personne n'est vraiment ressorti indemne. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. On l'appelait le mari idéal. Dans les petites rues calmes de cette commune de l'Est de la France, le nom de Lionel Fleury revenait souvent dans les conversations comme une évidence rassurante, presque ennuyeuse tant il semblait incarner la normalité parfaite. Un homme sans histoire, un travail stable, une épouse élégante, des habitudes réglées comme une horloge suisse. Rien qui dépasse, rien qui choque. Et pourtant, ce sont toujours les vies les plus lisses qui, un jour, se fissurent avec le bruit le plus sourd. Lorsque Lionel Fleury est retrouvé sans vie, ce matin-là, c'est tout un décor de respectabilité qui s'effondre,
laissant apparaître des zones d'ombre que personne ne voulait vraiment regarder. L'affaire commence dans un silence étrange, un de ces silences trop lourds pour être honnête. Il est un peu plus de 6 heures lorsque le téléphone sonne au commissariat. Une voix féminine, tremblante, presque étouffée par l'émotion, annonce qu'un homme ne répond plus, qu'il est allongé dans son garage, que quelque chose ne va pas. Cette voix, c'est celle de Claire Fleury, l'épouse. Elle parle lentement, comme si chaque mot devait franchir une barrière invisible, comme si la réalité refusait encore de s'imposer complètement. Les policiers arrivent rapidement sur place. Le quartier dort encore, les volets sont fermés, les jardins immobiles. Devant la maison des Fleury, rien ne trahit le drame qui s'est joué à l'intérieur. Une maison moderne, propre, presque trop bien rangée, symbole d'une réussite tranquille. À l'intérieur, l'air est froid. Lionel est étendu au sol, près de sa voiture, le corps figé dans une posture qui ne laisse aucun doute. Il est mort depuis plusieurs heures. Les premiers gestes sont mécaniques, professionnels. On sécurise les lieux, on observe, on photographie. Aucune trace évidente de lutte. Pas de désordre. Pas de cris entendus par les voisins. Tout semble s'être déroulé dans une discrétion parfaite. Et c'est précisément cela qui inquiète les enquêteurs. Lionel Fleury n'était pas un homme discret au point de disparaître sans laisser de bruit. Il était apprécié, souriant, présent. Un père attentionné, un mari aimant, du moins en apparence. Très vite, les premières questions surgissent. Accident domestique? Suicide? Malaise fatal? Mais quelque chose cloche. Le médecin légiste, appelé sur place, remarque des détails qui orientent l'affaire dans une direction plus sombre. Certaines marques sur le corps, une position trop rigide, une absence de logique dans le scénario du malaise. Rien n'est encore affirmé, mais le doute s'installe. Claire Fleury, assise dans le salon, enveloppée dans une couverture, répète qu'elle ne comprend pas, qu'ils ont passé une soirée normale, qu'ils se sont couchés sans dispute. Elle dit avoir découvert le corps au petit matin, en descendant préparer le petit déjeuner. Elle pleure, mais ses larmes semblent contenues, presque maîtrisées. Trop maîtrisées, penseront certains plus tard. Les voisins, interrogés dans la matinée, dressent tous le même portrait. Lionel était un homme sans ennemis. Toujours prêt à rendre service, toujours poli, toujours calme. Un mari modèle, disent-ils. Un couple qui faisait envie. On les voyait souvent se promener ensemble, main dans la main, souriant. Rien ne laissait présager un drame. Et pourtant, derrière les portes closes, les histoires sont rarement aussi simples. Les enquêteurs le savent. Ils savent aussi que lorsque tout semble parfait, il faut creuser plus profondément. Très vite, la piste du suicide est écartée. Aucun mot, aucun signe de détresse psychologique, aucun antécédent médical sérieux. Lionel avait des projets, des vacances prévues, des rendez-vous professionnels. Il n'était pas un homme qui se préparait à mourir. L'autopsie, réalisée le lendemain, apporte une révélation capitale. Lionel n'est pas mort de cause naturelle. Il a été tué. Le terme est brutal. Irrévocable. Homicide. Le rapport évoque une cause précise, une intervention extérieure, méthodique. L'annonce tombe comme un coup près. Le mari idéal n'est pas mort par hasard. Quelqu'un a voulu sa mort. Dès lors, la question devient obsédante, presque indécente tant elle s'oppose à l'image du couple parfait. Qui pouvait bien vouloir la peau de Lionel Fleury? Les regards se tournent naturellement vers l'entourage proche. Dans ce type d'affaires, les statistiques sont implacables. Le danger vient rarement de loin. Claire Fleury est donc entendue à nouveau, plus longuement, plus précisément. Son récit est cohérent, trop cohérent peut-être. Elle décrit leur quotidien avec une précision presque chirurgicale. Les horaires, les habitudes, les repas, les discussions. Elle insiste sur leur entente, sur l'absence de conflit. Elle parle d'amour, de respect, de projets communs. Mais au fil des heures, quelques incohérences apparaissent. Des détails minimes, presque insignifiants, mais qui, mis bout à bout, commencent à dessiner une autre réalité. Pourquoi certaines heures ne coïncident-elles pas? Pourquoi certains appels téléphoniques ont-ils été supprimés? Pourquoi ce garage, lieu du drame, semble-t-il avoir été nettoyé avec un soin excessif? Les enquêteurs notent tout. Rien n'est encore accusateur, mais la façade se craquelle lentement. En parallèle, on s'intéresse à la vie professionnelle de Lionel. Un poste à responsabilité, des collègues qui le décrivent comme sérieux, impliqué, parfois un peu trop perfectionniste. Là encore, aucune hostilité apparente. Pas de conflit majeur, pas de menaces, pas de rivalité connue. Pourtant, certains évoquent une pression constante, une exigence qui pouvait agacer.
Lionel n'était peut-être pas aussi lisse qu'il le laissait paraître. Plus l'enquête avance, plus l'image du mari idéal se complexifie. Derrière le sourire, il y avait peut-être des silences. Derrière la réussite, des frustrations. Et derrière l'amour affiché, des tensions que personne ne voulait nommer. L'affaire Lionel Fleury devient alors un miroir dérangeant. Celui d'un couple en apparence parfait, mais dont les fondations reposaient peut-être sur des compromis dangereux. À ce stade, rien n'est encore prouvé. Les certitudes sont rares, les hypothèses nombreuses. Mais une chose est sûre, Lionel Fleury n'est pas mort par hasard. Et quelqu'un, quelque part, avait une raison suffisante pour vouloir sa disparition. La suite de l'enquête va révéler que le mal ne venait pas de l'extérieur, mais qu'il se cachait peut-être là où personne n'osait regarder. Dans l'intimité d'un foyer que tous pensaient exemplaire. L'annonce officielle de l'homicide agit comme une onde de choc silencieuse dans la petite ville, mais au commissariat, l'émotion laisse place à la méthode. À partir de cet instant, chaque geste, chaque parole, chaque absence devient un indice potentiel. Les enquêteurs reprennent tout depuis le début, comme si la vie de Lionel Fleury devait être disséquée minute par minute, dépouillée de son vernis rassurant. La maison est de nouveau inspectée, cette fois avec un regard différent. Ce qui, la veille encore, semblait anodin, presque banal, devient suspect. Le garage, notamment, attire l'attention. Trop propre. Trop ordonné. Le sol a été lavé récemment, les produits ménagers encore humides dans un coin. Claire explique qu'elle est maniaque, qu'elle n'aime pas la saleté, qu'elle nettoie souvent. Une habitude, dit-elle. Une habitude qui tombe mal, répond intérieurement l'un des enquêteurs. On relève les relevés téléphoniques. Le portable de Lionel révèle une activité inhabituelle les jours précédant sa mort. Plusieurs appels à un numéro non enregistré, toujours en soirée, toujours bref. Lorsqu'on interroge Claire à ce sujet, elle fronce les sourcils, feint la surprise, affirme n'être au courant de rien. Elle dit que Lionel avait ses affaires, son travail, ses contacts. Elle n'a jamais fouillé dans son téléphone. Une réponse logique, mais qui laisse une impression de distance étrange pour un couple présenté comme fusionnel. Les policiers décident alors d'élargir le cercle. Les amis proches, les collègues, les connaissances plus lointaines. Peu à peu, un autre portrait de Lionel commence à émerger. Un homme exigeant, parfois froid, très attaché à son image. Un homme qui contrôlait beaucoup, trop peut-être. Certains collègues évoquent une forme de double discours, une façade charmante et une rigidité intérieure. Rien qui justifie un meurtre, bien sûr, mais suffisamment pour fissurer le mythe. Claire, de son côté, reste au centre de l'attention sans en être officiellement la cible. Elle continue de jouer le rôle de la veuve digne, maîtrisée, presque trop calme pour une femme qui vient de perdre son mari brutalement. Lors d'un nouvel interrogatoire, plus poussé, les enquêteurs s'attardent sur la relation du couple. Était-elle vraiment aussi parfaite qu'elle le prétend? Claire hésite davantage cette fois. Les silences s'allongent. Elle reconnaît enfin quelques tensions, des disputes liées au travail, à la fatigue, à des broutilles du quotidien. Rien de grave, insiste-t-elle. Tous les couples se disputent. Elle parle d'un mari parfois absent, préoccupé, mais jamais violent, jamais menaçant. Pourtant, lorsqu'on lui demande si Lionel pouvait avoir des secrets, elle détourne le regard. Ce détail n'échappe à personne. En parallèle, l'autopsie complète apporte de nouveaux éléments. La cause de la mort est désormais claire, précise, incontestable. Lionel a été empoisonné. Lentement, méthodiquement. Une substance administrée à petite dose, sur plusieurs jours, jusqu'à atteindre un seuil fatal. Le choix du poison n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un produit courant, ni d'un geste impulsif. C'est une méthode qui demande du temps, de la patience, et surtout une proximité quotidienne avec la victime. La conclusion est lourde de sens. Le meurtrier connaissait Lionel. Le meurtrier partageait son intimité. Cette révélation resserre brutalement l'étau autour de Claire. Les enquêteurs ne l'accusent toujours pas ouvertement, mais leur regard change. Chaque réponse est désormais analysée avec une attention chirurgicale. On s'intéresse à ses habitudes, à ses achats récents, à ses recherches sur Internet. Une perquisition discrète est organisée. Dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le garage, on prélève tout. Produits, flacons, médicaments. Rien ne doit être laissé au hasard. Claire assiste à cette fouille avec une politesse glaciale. Elle coopère, mais son visage se ferme. Elle commence à comprendre que le rôle de la veuve éplorée ne suffit plus. Les résultats ne tardent pas. Dans un placard, dissimulé derrière des produits anodins, un flacon attire l'attention.
La substance qu'il contient correspond précisément à celle retrouvée dans l'organisme de Lionel. Lorsque Claire est confrontée à cette découverte, son discours vacille. Elle parle d'un ancien traitement, d'un médicament acheté pour un proche, d'un oubli. Les explications se succèdent, de moins en moins crédibles. Les enquêteurs notent une nervosité nouvelle. La femme calme, maîtrisée, laisse apparaître des fissures. Mais l'enquête ne se limite pas à elle. Les policiers veulent comprendre le mobile. Pourquoi tuer le mari idéal? L'argent, d'abord. Les comptes bancaires sont passés au crible. Une assurance vie conséquente, souscrite quelques mois plus tôt, désigne Claire comme unique bénéficiaire. Le timing interroge. Trop parfait. Trop récent. Claire explique que c'était une décision commune, une précaution pour l'avenir. Encore une réponse logique, mais qui, accumulée aux autres, commence à dessiner un schéma inquiétant. Puis vient la piste sentimentale. Lionel avait-il une liaison? Les appels mystérieux pourraient l'indiquer. Après plusieurs vérifications, le numéro inconnu est identifié. Il appartient à une collègue, plus jeune, récemment arrivée dans l'entreprise. Interrogée, elle nie toute relation intime, mais reconnaît des échanges personnels, des confidences tardives. Lionel se plaignait de son couple, disait se sentir étouffé. Une information capitale. Le mari idéal se sentait prisonnier de sa propre image. Pour Claire, cette révélation est un coup dur. Lorsqu'on l'informe de ses confidences, son visage se durcit. Elle ne pleure plus. Elle se referme. Les enquêteurs comprennent alors que le drame ne s'est pas joué en une nuit, mais sur des semaines, peut-être des mois. Une lente dérive, nourrie de frustration, de non-dits, de peur. Claire aurait-elle agi par jalousie? Par peur d'être abandonnée? Par désir de conserver une vie parfaite qui lui échappait? Ou bien cache-t-elle encore quelque chose de plus sombre? À ce stade, les preuves s'accumulent, mais il manque encore l'aveu, le détail qui reliera définitivement Claire au geste fatal. Elle est placée en garde à vue prolongée. Les heures passent, lourdes, étouffantes. Les questions se répètent, se précisent, se resserrent. Claire tient bon, mais sa fatigue est visible. Ses réponses deviennent plus courtes, plus sèches. Puis, à un moment précis, une question apparemment anodine provoque un basculement. On lui demande si elle aimait toujours Lionel. Elle hésite. Longtemps. Trop longtemps. Et dans ce silence, tout semble se jouer. L'affaire Lionel Fleury n'est plus seulement celle d'un homme tué. C'est celle d'un couple qui s'est détruit lentement, sous le poids des apparences et des mensonges. Et alors que la nuit tombe sur le commissariat, une certitude s'impose aux enquêteurs. La vérité est proche, mais elle sera plus dérangeante que ce que chacun imagine. La garde à vue de Claire Fleury se prolonge dans une atmosphère lourde, presque étouffante, où chaque minute semble peser davantage que la précédente. Dans la petite salle d'interrogatoire au mur neutre, le temps paraît suspendu, comme si la réalité elle-même hésitait à avancer. Les enquêteurs savent qu'ils se trouvent à un moment charnière. Les preuves matérielles sont solides, les indices convergent, mais l'élément décisif manque encore. Claire, elle, s'accroche à une ligne de défense fragile, faite de silence, de demi-vérité et de regards fuyants. Elle ne nie pas frontalement, elle contourne. Elle ne se défend pas vraiment, elle esquive. Et c'est précisément cette posture qui intrigue. Les heures passent. Les questions reviennent, sous des angles différents. On reparle du poison, du flacon retrouvé, des recherches sur Internet, minutieusement effacées mais partiellement récupérées. Claire finit par admettre qu'elle connaissait la substance, qu'elle savait où s'en procurer, mais elle refuse toujours d'expliquer pourquoi elle en possédait. Elle parle d'une peur vague, d'un besoin de contrôle, d'un mal-être diffus. Rien de suffisamment concret pour justifier la mort d'un homme. Pourtant, peu à peu, le vernis craque. Lorsqu'on l'interroge sur sa relation avec Lionel, son discours change subtilement. Elle ne parle plus d'amour, mais de devoir. Plus de passion, mais d'habitude. Elle décrit un mari exigeant, obsédé par l'image, par la réussite sociale, par l'idée d'un couple parfait. Elle raconte les remarques, les reproches déguisés, les silences pesants. Elle se présente comme une femme qui s'est effacée progressivement, jusqu'à devenir invisible dans sa propre maison. Les enquêteurs l'écoutent attentivement. Ils savent que ce type de récit peut être sincère, mais aussi stratégiquement construit. Le mobile émotionnel se dessine, mais il reste incomplet. En parallèle, l'enquête se poursuit à l'extérieur. Les experts financiers approfondissent l'analyse des comptes. De nouvelles anomalies apparaissent. Des virements discrets, réguliers, vers un compte personnel de Claire, effectués sans justification claire. Des dépenses inhabituelles, notamment l'achat de produits chimiques via des sites spécialisés, dissimulés sous des intitulés anodins.
L'image d'une épouse, dépassée par les événements, commence à s'effriter. Elle semble, au contraire, avoir agi avec méthode, anticipation, patience. Un autre élément vient troubler encore davantage l'affaire. Un voisin, jusque-là discret, se manifeste. Il affirme avoir entendu une dispute violente quelques jours avant la mort de Lionel. Des voix élevées, des mots durs, une colère inhabituelle. Pourquoi ne s'est-il pas manifesté plus tôt? Il explique avoir hésité, ne voulant pas s'immiscer dans la vie privée du couple. Cette déclaration contredit frontalement la version d'une relation apaisée jusqu'au bout. Claire est confrontée à ce témoignage. Elle nie d'abord, puis admet une dispute, minimisant son importance. Une simple querelle, dit-elle. Mais sa voix tremble. La tension monte. Les enquêteurs sentent que la vérité est proche, mais qu'elle résiste encore. Ils changent alors de stratégie. Plutôt que d'accuser, ils cherchent à comprendre. Ils évoquent la solitude, l'angoisse de l'abandon, la peur de voir s'effondrer une vie construite sur des apparences. Claire écoute, en silence. Ses épaules s'affaissent. Pour la première fois depuis le début de la garde à vue, elle semble fatiguée de mentir. Mais elle ne parle toujours pas. C'est un détail apparemment insignifiant qui provoque le basculement. Un enquêteur évoque la collègue de Lionel, ses confidences, son désir de partir, de changer de vie. Claire ferme les yeux. Longtemps. Puis elle murmure qu'elle savait. Qu'elle avait compris depuis des semaines. Qu'elle sentait que Lionel s'éloignait. Elle raconte avoir fouillé son téléphone. Découvert les messages, les appels. Elle décrit la peur, la rage, l'humiliation. Elle dit qu'elle ne voulait pas le tuer. Pas au début. Elle voulait qu'il reste. Qu'il dépende d'elle. Qu'il ait besoin de temps pour réfléchir. Le poison, explique-t-elle, devait être une simple menace invisible, un moyen de reprendre le contrôle. Une justification qui glace le sang. Les enquêteurs restent silencieux. Ils savent que cette confession partielle est capitale. Elle reconnaît les faits sans les assumer pleinement. Elle admet le geste sans accepter la conséquence. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a continué, pourquoi elle n'a pas arrêté, elle ne répond pas. Les larmes coulent enfin, tardives, presque mécaniques. Elle répète qu'elle ne voulait pas sa mort, qu'elle l'aimait encore, à sa manière. Mais l'amour, dans cette affaire, ressemble davantage à une prison qu'à un refuge. La garde à vue s'achève sur cette confession incomplète. Le procureur est informé. La décision est rapide. Claire Fleury est mise en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Elle est placée en détention provisoire. À l'extérieur, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La ville est sous le choc. La veuve digne devient la principale suspecte. Le mari idéal apparaît désormais comme un homme pris au piège d'une relation étouffante. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Les avocats entrent en scène. La défense prépare déjà une autre lecture des événements. Celle d'une femme fragile, manipulée, dépassée par ses émotions. Une femme qui aurait agi sans réelle intention de tuer. Les experts psychiatres sont sollicités. Les audiences à venir promettent d'être tendues. Derrière les faits, une question persiste, obsédante. Où s'arrête la responsabilité? À quel moment la peur de perdre devient-elle une justification pour détruire? L'affaire Lionel Fleury dépasse désormais le simple cadre d'un fait divers. Elle interroge les limites de l'amour, du contrôle, de la possession. Et alors que Claire est conduite vers sa cellule, une certitude s'impose. Ce procès ne sera pas celui d'un crime ordinaire, mais celui d'un couple qui s'est consumé lentement, jusqu'à l'irréparable. L'entrée de Claire Fleury en détention provisoire marque un tournant décisif dans l'affaire, mais certainement pas sa conclusion. Derrière les murs épais de la maison d'arrêt, le temps s'écoule différemment, plus lentement, plus lourd, et c'est dans cette lenteur que la stratégie de défense commence à se construire. À l'extérieur, l'opinion publique s'emballe. Les médias locaux puis nationaux s'emparent du dossier, fascinés par ce contraste brutal entre l'image du couple parfait et la réalité d'un homicide méthodiquement préparé. Les titres se multiplient, les débats s'enflamment. Comment une femme décrite comme discrète, cultivée, sans antécédents judiciaires, a-t-elle pu devenir une empoisonneuse? La question obsède, divise, dérange. Les proches de Claire peinent à reconnaître celle qu'ils pensaient connaître. Certains la défendent bec et ongles, évoquant une femme fragile, dominée, psychologiquement écrasée par un mari trop exigeant. D'autres, plus silencieux, commencent à douter. Les enquêteurs, eux, continuent leur travail, implacables. Ils savent que l'aveu partiel obtenu en garde à vue ne suffira pas devant une cour d'assises. Il faut consolider le dossier, fermer toutes les portes par lesquelles le doute pourrait s'infiltrer. Les expertises se multiplient.
Les analyses toxicologiques confirment la régularité de l'empoisonnement, sa progression calculée. Chaque dose administrée à Lionel était suffisamment faible pour passer inaperçue, suffisamment précise pour affaiblir lentement son organisme. Ce n'est pas l'acte d'une personne paniquée, mais celui de quelqu'un qui observe, ajuste, persévère. Cette conclusion pèse lourd. Elle contredit frontalement la thèse d'un geste maladroit ou accidentel. Les psychiatres entrent alors en scène. Leur mission est délicate, comprendre l'état mental de Claire au moment des faits. Était-elle pleinement consciente de ses actes? Avait-elle la capacité de discernement nécessaire pour mesurer les conséquences? Les entretiens sont longs, répétés, parfois contradictoires. Claire se montre coopérative, mais elle contrôle toujours son image. Elle parle de solitude, de peur, de dépendance affective. Elle décrit Lionel comme un homme charismatique en public, mais distant, froid, parfois humiliant dans l'intimité. Elle évoque des remarques constantes, une pression insidieuse, un sentiment d'infériorité grandissant. Pourtant, lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'est jamais partie, pourquoi elle n'a jamais cherché d'aide, elle n'a pas de réponse claire. Elle dit qu'elle avait peur de tout perdre. Peur du regard des autres. Peur de l'échec. Peur de n'être plus rien sans ce couple parfait. Cette peur devient le cœur de sa défense. Ses avocats s'en emparent. Ils construisent un récit où Claire n'est plus une manipulatrice, mais une femme piégée par un idéal qu'elle n'arrivait plus à maintenir. Selon eux, l'empoisonnement n'était pas destiné à tuer, mais à ralentir, à gagner du temps, à empêcher Lionel de partir. Une tentative désespérée de retenir un homme qui lui échappait. Une version qui séduit certains, en irrite d'autres. Les enquêteurs, eux, restent prudents. Ils reprennent le fil chronologique des derniers mois. Ils interrogent à nouveau les collègues, les amis, les connaissances. Peu à peu, un autre visage de Claire apparaît. Une femme attentive, certes, mais aussi contrôlante. Une femme qui surveillait les déplacements de son mari, qui posait des questions insistantes, qui cherchait à savoir avec qui il parlait, où il allait. Plusieurs témoins évoquent une jalousie latente, rarement exprimée frontalement, mais toujours présente. Un poison émotionnel, bien avant le poison réel. Un élément nouveau vient encore alourdir le dossier. Des messages retrouvés sur un ancien ordinateur révèlent des recherches précises sur les effets de certaines substances, sur les dosages, sur les symptômes. Ces recherches ne datent pas de quelques jours avant la mort, mais de plusieurs semaines. Cette temporalité est cruciale. Elle démontre une réflexion prolongée, une anticipation incompatible avec l'idée d'un geste irréfléchi. Lorsque Claire est confrontée à ces éléments, elle se referme. Elle ne nie plus, mais elle ne détaille pas. Elle répète qu'elle se sentait acculée, qu'elle n'avait plus d'issue. Une justification qui sonne creux face à la minutie des faits. Pendant ce temps, la famille de Lionel tente de se reconstruire, ou du moins de comprendre. Ses parents, effondrés, refusent l'image d'un fils tyrannique. Ils décrivent un homme aimant, travailleur, parfois exigeant, mais jamais cruel. Pour eux, Claire est une menteuse, une manipulatrice qui cherche à se déresponsabiliser. La douleur se transforme en colère. Lors d'une confrontation organisée par la justice, les regards sont durs, les mots rares. Claire baisse les yeux. Elle ne demande pas pardon. Elle se contente de dire qu'elle n'a jamais voulu en arriver là. Une phrase qui résonne comme une fuite. Le juge d'instruction clôt progressivement son dossier. Les charges sont lourdes. Homicide volontaire avec préméditation. Les avocats de Claire demandent une requalification, plaident l'absence d'intention homicide. Il invoque la fragilité psychologique, l'emprise affective, le syndrome de la femme soumise. Mais les faits résistent. Trop précis, trop constant, trop cohérent. À l'approche du procès, l'affaire Lionel Fleury devient un symbole. Celui des drames silencieux qui se jouent derrière les façades parfaites. Celui des relations où l'amour se transforme en contrôle, puis en destruction. Les débats promettent d'être intenses, car au-delà de la culpabilité pénale, c'est une question morale qui se pose. Peut-on comprendre sans excuser? Peut-on expliquer sans justifier? Claire Fleury sera-t-elle jugée comme une criminelle froide ou comme une femme perdue? À ce stade, une chose est certaine, le procès à venir ne laissera personne indemne. Et lorsque les portes de la cour d'assises s'ouvriront, c'est toute une société qui sera invitée à regarder en face ce qu'elle préfère souvent ignorer. Le jour de l'ouverture du procès arrive dans une atmosphère lourde, presque électrique, comme si la ville entière retenait son souffle. Devant le palais de justice, les journalistes se pressent, micros tendus, caméras braquées sur chaque silhouette qui franchit les marches. L'affaire Lionel Fleury a dépassé depuis longtemps le simple cadre d'un fait divers. Elle est devenue un miroir tendu à la société,
une histoire où chacun projette ses propres peurs, ses jugements, ses contradictions. À l'intérieur, la salle d'audience se remplit lentement. Les bancs grincent, les murmures s'éteignent peu à peu. Lorsque Claire Fleury apparaît, escortée par des gendarmes, un silence épais s'abat. Elle a changé. Son visage est plus pâle, ses traits tirés, ses gestes mesurés. Elle ne cherche plus à jouer un rôle. Elle avance, droite, presque figée, comme si chaque pas la rapprochait d'un point de non-retour. Face à elle, la famille de Lionel. Des regards chargés de douleur, de colère, d'incompréhension. Aucun mot n'est échangé, mais tout est dit. Le président de la Cour rappelle les faits avec une précision implacable. Les dates, les substances, les doses, les symptômes. Le récit est clinique, presque froid, et c'est précisément cette froideur qui rend l'histoire insoutenable. Lionel Fleury, le mari idéal, a été lentement affaibli, jour après jour, par celle qui partageait son lit. La défense écoute attentivement, prenant des notes, prête à contester chaque détail. L'accusation, elle, déroule un scénario cohérent, solidement étayé. Elle parle de préméditation, de contrôle, de volonté de domination. Elle décrit une femme qui refuse de perdre, qui choisit d'anéantir plutôt que d'être abandonnée. Les premiers témoins sont appelés. Les collègues de Lionel décrivent un homme discret, investi, parfois fatigué ces derniers mois. Certains évoquent ses confidences, son désir de changement, son malaise croissant au sein de son couple. La défense tente de minimiser, parlant de simples états d'âme, de paroles lâchées sans réelle intention. Mais l'accumulation pèse. Vient ensuite la collègue avec laquelle Lionel échangeait. Son témoignage est mesuré, empreint de retenue. Elle ne parle pas d'une liaison, mais d'une proximité émotionnelle, de discussions tardives, de projets flous. Elle raconte un homme qui se sentait étouffé, prisonnier d'une image qu'il ne reconnaissait plus. Dans la salle, certains hochent la tête, d'autres soupirent. Le mari idéal se fissure encore un peu. Puis viennent les experts. Le médecin légiste détaille les effets du poison, la lente dégradation de l'organisme, la souffrance silencieuse. Chaque mot est précis, technique, mais derrière le jargon scientifique, une réalité cruelle se dessine. Lionel ne s'est pas effondré soudainement. Il a décliné. Il a souffert. Il a continué à vivre, à travailler, à sourire, sans savoir que chaque jour le rapprochait un peu plus de la mort. Les jurés écoutent, graves. La défense contre-attaque avec les experts psychiatres. Ils décrivent une Claire fragile, dépendante affectivement, envahie par la peur de l'abandon. Ils parlent d'un état émotionnel altéré, d'une incapacité à mesurer pleinement les conséquences de ses actes. Ils évoquent une femme enfermée dans un schéma de soumission et de contrôle réciproque. L'accusation ne nie pas la fragilité, mais elle la replace dans un contexte précis. Fragile, peut-être, mais lucide. Fragile, mais capable de planifier, de dissimuler, de persévérer. Le débat devient intense. Chaque camp cherche à imposer sa lecture. Le moment clé arrive lorsque Claire est appelée à la barre. Elle se lève lentement. Sa voix est basse, parfois hésitante, mais elle ne tremble pas. Elle raconte sa version, une dernière fois. Elle parle de son amour pour Lionel, de sa peur de le perdre, de la sensation de voir sa vie s'effondrer. Elle reconnaît les faits, partiellement. Elle admet avoir administré la substance, mais elle nie l'intention de tuer. Elle répète qu'elle voulait qu'il ralentisse, qu'il reste, qu'il prenne le temps de réfléchir. Une explication qui provoque des murmures dans la salle. Peut-on réellement jouer ainsi avec la vie d'un autre sans en accepter l'issue possible? L'avocat général la confronte aux recherches, au dosage précis, aux semaines de préparation. Il lui demande à quel moment elle a compris que Lionel pouvait mourir. Claire se tait. Le silence dure. Longtemps. Puis elle répond qu'elle y a pensé, oui, mais qu'elle a refusé d'y croire. Une réponse qui laisse un goût amer. Le procès se poursuit sur plusieurs jours. Les plaidoiries finales approchent. L'accusation insiste sur la notion de choix. À chaque étape, Claire pouvait s'arrêter. Elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de continuer, jour après jour. La défense, elle, implore la compréhension. Elle demande aux jurés de voir l'humain derrière l'acte, la femme derrière le crime. Elle plaide pour une peine mesurée, pour une reconnaissance de la complexité psychologique. Lorsque la cour se retire pour délibérer, l'attente devient insoutenable. Claire reste assise, immobile. La famille de Lionel se serre les mains. Les heures passent. Puis la cour revient. Le verdict tombe, lourd, définitif. Claire Fleury est reconnue coupable d'homicide volontaire avec préméditation. La peine est sévère, mais conforme aux réquisitions. Un murmure traverse la salle.
Claire ne s'effondre pas. Elle ferme les yeux. Peut-être avait-elle déjà accepté l'issue. Pour la famille de Lionel, le verdict n'efface rien, mais il apporte une forme de reconnaissance. Le mari idéal n'est pas mort par accident. Il a été tué. Alors que la salle se vide, une question persiste, obsédante. Cette condamnation suffit-elle à refermer l'histoire? Ou ne fait-elle que souligner l'irréparable? L'affaire Lionel Fleury laisse derrière elle un goût amer, celui des drames qui naissent du silence, de la peur, de l'obsession des apparences. Et tandis que Claire est emmenée, une dernière image s'impose. Celle d'un amour qui, au lieu de protéger, a détruit lentement, méthodiquement, jusqu'à ne laisser que des ruines. Après le verdict, un étrange sentiment de vide s'installe, comme si la condamnation de Claire Fleury n'avait pas suffi à clore l'histoire, mais seulement à en figer l'image judiciaire. La salle d'audience se vide, les bancs se refroidissent, les journalistes rangent leurs carnets, pourtant l'affaire continue de vivre ailleurs, dans les consciences, dans les conversations murmurées, dans les regards qui se détournent lorsqu'on prononce le nom de Lionel Fleury. Pour la justice, le dossier est clos. Pour les êtres humains impliqués, il ne le sera jamais vraiment. Claire est transférée dans un établissement pénitentiaire pour femmes, loin de la ville où elle a construit puis détruit sa vie. Là-bas, le temps prend une autre dimension. Les jours se ressemblent, rythmés par les mêmes gestes, les mêmes horaires, les mêmes silences. Privée de son statut, de son image, de son rôle social, Claire n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Et c'est dans cette nudité identitaire que commencent les premières fissures d'un autre récit, plus intime, plus dérangeant encore. Les psychologues de la prison la suivent régulièrement. Ils notent une femme qui oscille entre déni partiel et lucidité douloureuse. Certains jours, Claire parle de Lionel avec tendresse, évoque des souvenirs heureux, des voyages, des rires, comme si le crime n'avait jamais existé. D'autres jours, elle exprime une colère froide, presque clinique, contre cet homme qui, selon elle, l'a poussée dans un coin sans issue. Elle ne se décrit pas comme une meurtrière, mais comme une victime d'un engrenage qu'elle n'a pas su arrêter. Une narration intérieure qui lui permet de survivre, mais qui interroge sur sa capacité réelle à affronter sa responsabilité. À l'extérieur, la famille de Lionel tente de se reconstruire. Ses parents, profondément marqués, vivent le verdict comme une reconnaissance, mais aussi comme une nouvelle blessure. Rien ne leur rendra leur fils. Ils se replient sur eux-mêmes, évitent les médias, refusent désormais toute interview. Pour eux, l'histoire doit s'arrêter là. Pourtant, elle les poursuit. Chaque anniversaire, chaque date symbolique réactive la douleur. Ils se demandent encore comment ils n'ont rien vu, comment le couple qu'ils admiraient a pu devenir le théâtre d'un tel drame. Cette culpabilité diffuse s'ajoute au chagrin. Les amis de Lionel, eux aussi, réévaluent leurs souvenirs. Certains se reprochent d'avoir idéalisé la relation, d'avoir ignoré les signaux faibles. D'autres préfèrent se souvenir du Lionel souriant, disponible, refusant de le réduire à une victime passive. Progressivement, une autre image émerge. Celle d'un homme qui, sans être violent, exerçait un contrôle subtil, une exigence permanente, contribuant à un climat toxique dont il n'a pas su mesurer les conséquences. Cette relecture n'excuse rien, mais elle complique tout. L'affaire continue également de susciter des débats publics. Des émissions, des chroniques, des forums s'emparent du sujet. Certains y voient l'exemple parfait d'un crime passionnel déguisé, d'autres un cas typique de manipulation conjugale inversée, où la femme devient l'agresseur. Les mots fusent, parfois violents, souvent simplistes. Peu prennent le temps d'explorer les zones grises, les mécanismes lents, presque invisibles, qui ont conduit au drame. Pourtant, c'est précisément dans ces zones que se joue la compréhension réelle de l'affaire. Des spécialistes analysent le dossier sous l'angle de la psychologie relationnelle. Ils parlent de dépendance affective, de fusion pathologique, de peur de l'abandon. Ils décrivent une relation où chacun, à sa manière, alimentait un déséquilibre profond. Lionel, en maintenant une image de perfection et en refusant d'exprimer clairement ses frustrations. Claire, en cherchant à tout contrôler pour éviter l'effondrement. Deux stratégies opposées, mais également destructrices. Le poison naît. Alors plus seulement une substance chimique, mais le symbole d'un lent empoisonnement émotionnel. Claire, dans sa cellule, reçoit parfois des lettres. Certaines sont haineuses, d'autres étonnamment compatissantes. Des femmes lui écrivent, racontant leurs propres relations étouffantes, leurs peurs, leur silence. Claire lit, relit, parfois répond. Ces échanges la troublent. Elle se sent comprise, parfois justifiée. Mais cette compréhension extérieure devient aussi un piège. Elle renforce l'idée qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle était condamnée d'avance. Les psychologues tentent de la ramener à une autre réalité. Le choix existait toujours. Partir, parler, demander de l'aide.
Le crime n'était pas une fatalité. Claire écoute, mais elle résiste. Admettre pleinement cette vérité signifierait accepter l'ampleur irréversible de son acte. Et cela, pour l'instant, reste trop lourd à porter. Pendant ce temps, la maison des Fleury est mise en vente. Les murs, témoins silencieux de la tragédie, doivent changer de main. Les visiteurs déambulent, ignorants ou curieux, commentant la luminosité, la disposition des pièces, sans toujours connaître l'histoire qui s'y est jouée. Pour les anciens voisins, c'est un soulagement et une blessure à la fois. Le symbole de la perfection s'efface peu à peu du paysage, mais le souvenir demeure. Certains évitent encore de passer devant, comme si le drame pouvait ressurgir à chaque instant. L'affaire Lionel Fleury commence alors à entrer dans une autre temporalité, celle de la mémoire collective. Elle devient un cas d'école, étudié dans des formations, évoqué dans des débats, cité comme exemple des dangers de l'idéalisation du couple. Mais derrière l'analyse, les chiffres, les concepts, il reste des vies brisées. Une femme enfermée, un homme mort, des familles à jamais marquées. Aucun verdict, aussi juste soit-il, ne peut réparer cela. Et dans le silence de sa cellule, Claire commence à comprendre une chose essentielle, même si elle n'ose pas encore la formuler clairement. Ce qu'elle a voulu sauver à tout prix n'existait peut-être déjà plus. En cherchant à retenir Lionel, elle a figé leur relation dans une illusion mortifère. L'amour, lorsqu'il devient peur, cesse d'être de l'amour. Cette prise de conscience, lente, douloureuse, ouvre une nouvelle question. La plus difficile de toutes. Que reste-t-il après le crime, lorsque les excuses s'épuisent et que la vérité ne peut plus être contournée? Cette question, Claire devra y répondre, jour après jour, loin des tribunaux, loin des regards, dans l'épreuve la plus longue qui soit, celle de vivre avec ce qu'elle a fait. Avec le temps, l'affaire Lionel Fleury quitte peu à peu le champ de l'actualité brûlante pour entrer dans une phase plus sourde, plus profonde, celle où les conséquences se déploient lentement, presque silencieusement. Ce n'est plus le temps des gros titres ni des audiences spectaculaires, mais celui des répercussions intimes, durables, souvent invisibles. Pour Claire, la prison devient un espace de confrontation permanente avec elle-même. Les premiers mois ont été marqués par une forme d'anesthésie émotionnelle, une survie mécanique. Puis, insidieusement, les souvenirs remontent, non plus comme un récit maîtrisé, mais comme des fragments incontrôlables. Un geste, une phrase, un regard de Lionel suffisent à déclencher des nuits sans sommeil. Elle repense au début de leur relation, à cette époque où tout semblait simple, lumineux, presque évident. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement professionnel banal, avaient parlé longtemps, s'étaient reconnus dans une même ambition, un même désir de stabilité. Très vite, leur couple était devenu un projet en soi, une construction sociale autant qu'affective. Avec le recul, Claire commence à percevoir ce qu'elle refusait autrefois de voir. L'amour s'était peu à peu confondu avec la peur de perdre, l'attachement avec le contrôle. Chaque concession, chaque silence avait été présenté comme un sacrifice nécessaire pour préserver l'harmonie. Mais l'harmonie n'était qu'une façade, fragile, exigeant toujours plus d'efforts pour ne pas s'effondrer. En détention, Claire est confrontée à d'autres femmes, d'autres histoires, parfois plus brutales, parfois tout aussi insidieuses. Certaines l'admirent, d'autres la rejettent. Pour quelques-unes, elle incarne une figure étrange, celle d'une femme instruite, insérée socialement, qui a tout perdu en voulant tout garder. Les discussions nocturnes, dans le dortoir, deviennent des espaces de vérité crue. Claire entend des récits de violences évidentes, de coups, de menaces. Elle se surprend parfois à comparer, à minimiser ce qu'elle a vécu. Puis elle se rappelle le poison, les doses, la lenteur calculée, et la comparaison s'effondre. Elle n'a pas été frappée. Elle n'a pas été enfermée physiquement. Elle avait des choix. Cette pensée la hante. Les suivis psychologiques se poursuivent. Les thérapeutes insistent sur la responsabilité, sur la nécessité de sortir du rôle de victime pour accéder à une forme de réparation intérieure. Ce chemin est ardu. Claire oscille entre acceptation et résistance. Certains jours, elle reconnaît pleinement son acte, parle de meurtre sans détour. D'autres jours, elle revient à un vocabulaire plus flou, évoquant un accident, une dérive, une erreur tragique. Le langage devient un champ de bataille, révélateur de ce qu'elle est prête, ou non, à affronter. À l'extérieur, la mémoire de Lionel continue de se transformer. Sa famille décide finalement de prendre la parole, non pas pour raviver la polémique, mais pour tenter de reprendre le contrôle du récit. Dans une interview mesurée, ses parents parlent de leur fils sans l'idéaliser excessivement. Ils reconnaissent ses défauts, son exigence, sa rigidité parfois. Mais ils refusent qu'on en fasse un bourreau. Pour eux, Lionel était un homme imparfait, comme tant d'autres, mais il ne méritait pas de mourir. Cette prise de parole apaise certains débats, en ravivant d'autres. Elle rappelle surtout une évidence souvent oubliée.
comprendre n'est pas excuser, expliquer n'est pas absoudre. Des proches de Claire réagissent à leur tour, plus timidement. Quelques amis d'enfance témoignent de son besoin constant d'être aimé, reconnu, validé. Ils décrivent une jeune femme brillante mais anxieuse, toujours inquiète de décevoir. Ce trait, longtemps perçu comme une sensibilité, apparaît désormais sous un jour plus inquiétant. Le besoin d'amour, lorsqu'il devient absolu, peut se transformer en force destructrice. Dans le milieu judiciaire et académique, l'affaire commence à être citée comme exemple dans des formations. On y analyse la préméditation discrète, l'absence de violence visible, la lenteur du passage à l'acte. On insiste sur les signaux faibles, sur ces situations où le danger ne se manifeste pas par des cris ou des coups, mais par un contrôle diffus, une peur constante, une obsession de l'apparence. L'affaire Lionel Fleury devient un cas d'étude sur la toxicité relationnelle, sur les crimes qui ne naissent pas d'une explosion, mais d'une accumulation. Cette reconnaissance institutionnelle n'apporte aucun réconfort réel aux familles, mais elle donne un sens partiel au drame. Si cette histoire peut servir à éviter d'autres tragédies, alors peut-être n'aura-t-elle pas été totalement vaine. Claire, de son côté, apprend que sa demande d'appel a été rejetée. La condamnation est désormais définitive. Cette certitude juridique agit comme un choc tardif. Tant qu'un recours était possible, même infime, une part d'elle restait suspendue à l'idée d'un autre dénouement. Désormais, il n'y a plus d'échappatoire procédural. Il ne reste que le temps. Long. Incompressible. Elle commence alors à écrire. D'abord pour elle-même, puis pour ses thérapeutes. Elle couche sur le papier ce qu'elle n'a jamais su dire à voix haute. La peur, la jalousie, la honte, mais aussi une forme de soulagement coupable. Soulagement que tout soit enfin arrêté, que la tension permanente ait disparu. Cette ambivalence la terrifie. Peut-on ressentir du soulagement après un crime aussi grave? Les psychologues lui expliquent que ces émotions contradictoires sont fréquentes, qu'elles ne signifient pas l'absence de remords, mais la fin d'un état de survie psychique. Accepter cela est une autre épreuve. Dans ses écrits, Claire commence à nommer ce qu'elle refusait jusque-là. Elle n'a pas voulu sauver son couple, elle a voulu sauver l'image d'elle-même à travers ce couple. Lionel n'était plus seulement un homme aimé, il était devenu le pilier d'une identité qu'elle ne savait pas reconstruire autrement. Cette lucidité naissante est douloureuse, mais elle ouvre une brèche. Pour la première fois, la question n'est plus de savoir pourquoi Lionel est mort, mais comment elle pourra vivre avec cette vérité sans se mentir davantage. À l'approche d'une date symbolique, l'anniversaire de la mort de Lionel, une cérémonie discrète est organisée par sa famille. Peu de monde, pas de caméra. Un moment de recueillement simple, loin des polémiques. Claire n'y assiste pas, évidemment, mais elle en est informée. Ce jour-là, elle reste enfermée dans sa cellule, refuse toute activité. Elle pleure longuement, sans mise en scène, sans justification. Peut-être pour la première fois, elle pleure Lionel, non pas comme un objet perdu ou une trahison subie, mais comme un homme qu'elle a détruit. Cette distinction, aussi tardive soit-elle, marque une étape essentielle. L'affaire Lionel Fleury continue ainsi de produire ses effets, bien après le procès, bien après les gros titres. Elle rappelle que certains crimes ne s'achèvent jamais vraiment au moment du verdict. Ils se prolongent dans les mémoires, dans les consciences, dans les tentatives maladroites de donner un sens à l'insensé. Et alors que les années commencent à s'étirer devant Claire, une question demeure, plus lourde que toutes les autres. La rédemption est-elle possible lorsque l'irréparable a été commis, ou ne reste-t-il qu'à apprendre à porter la faute sans chercher à l'effacer? Les années passent, lentes et implacables, et avec elles, l'affaire Lionel Fleury s'éloigne encore un peu plus du tumulte médiatique pour entrer dans une zone plus silencieuse, presque inconfortable, celle où il ne reste plus que les traces, diffuses mais tenaces. Pour Claire, le temps carcéral n'est plus seulement une succession de jours identiques, mais un espace de transformation forcée. Elle n'est plus la femme du procès, ni même tout à fait celle du crime tel qu'il a été raconté. Elle devient une détenue de longue peine, confrontée à une réalité qui n'a plus rien de spectaculaire. Les routines s'installent, les repères changent. Elle apprend à vivre avec son nom, désormais associé à une affaire que d'autres résument en quelques lignes, alors qu'elle doit en porter chaque détail. Les ateliers proposés en détention deviennent progressivement des refuges. L'écriture, surtout, s'impose comme une nécessité. Claire ne cherche plus à se justifier. Elle écrit pour comprendre, pour mettre de l'ordre dans un chaos intérieur qui ne disparaît jamais vraiment. Elle relit parfois ses anciens textes, ceux rédigés au début de son incarcération, et y voit une femme encore pleine de rationalisation, cherchant des causes extérieures, des responsabilités partagées. Aujourd'hui, le ton a changé. Les phrases sont plus sobres, plus dures. Elle parle de choix, de décisions prises consciemment, même lorsqu'elles étaient guidées par la peur. Cette évolution est lente, fragile, mais réelle.
Les psychologues notent une progression. Pas une absolution intérieure, mais une lucidité accrue. Claire commence à accepter que comprendre les mécanismes ne signifie pas les excuser. Cette nuance, longtemps insupportable, devient peu à peu supportable. À l'extérieur, la mémoire collective de l'affaire s'est transformée. Elle n'est plus un sujet brûlant, mais elle refait surface ponctuellement, au détour d'un documentaire, d'un article rétrospectif, d'une émission consacrée aux crimes conjugaux. À chaque fois, les mêmes images sont réutilisées, les mêmes phrases citées. Pour le public, l'histoire est figée. Pour ceux qui l'ont vécue, elle continue de bouger. Les parents de Lionel vieillissent. Leur douleur s'est faite plus silencieuse, moins explosive. Ils ont appris à vivre avec l'absence, à composer avec le manque. Ils parlent moins de justice, plus de souvenirs. Lionel n'est plus seulement la victime d'un crime, il redevient peu à peu un fils, avec ses qualités et ses défauts, ses forces et ses maladresses. Cette humanisation tardive est une forme de réparation, même si elle ne guérit rien. Ils ont accepté de participer à un projet de prévention, témoignant auprès de couples en difficulté, non pour accuser, mais pour alerter sur les dangers du silence et de l'idéalisation excessive. Leur parole est calme, sans haine apparente. Une évolution que peu auraient imaginée au lendemain du procès. Du côté de Claire, la perspective d'un aménagement de peine commence à être évoquée, lointaine, conditionnelle, encadrée. Cette idée la trouble profondément. La liberté, même partielle, même surveillée, lui apparaît à la fois désirable et terrifiante. Que ferait-elle dehors? Qui serait-elle sans le cadre carcéral, sans l'identité de détenu qui, paradoxalement, la protège de certaines confrontations? Les travailleurs sociaux l'encouragent à se projeter, mais elle résiste. Elle sait que sortir ne signifie pas recommencer. La société n'oublie pas. Elle n'oubliera jamais vraiment. Elle commence alors un autre travail, plus douloureux encore, celui d'imaginer une vie qui ne cherche ni l'oubli ni la justification. Une vie qui accepte le stigmate sans s'y réduire totalement. Dans les groupes de parole, Claire écoute d'autres détenus évoquer leur avenir avec une forme d'optimisme. Elle reste prudente. Elle ne se voit pas comme une survivante, ni comme une femme reconstruite. Elle se voit comme quelqu'un qui devra apprendre à vivre autrement, avec des limites claires, avec une vigilance constante sur ses propres mécanismes émotionnels. Elle reconnaît désormais que le danger ne venait pas seulement de Lionel, ni de la relation, mais aussi d'elle-même, de sa peur de disparaître sans le regard de l'autre. Cette reconnaissance est peut-être la plus difficile à accepter. Un jour, une lettre inattendue arrive. Elle vient d'une personne qui a suivi l'affaire de loin, sans lien direct. Une femme qui écrit pour dire qu'elle ne comprend pas le crime, qu'elle ne l'excuse pas, mais qu'elle a été bouleversée par l'histoire, parce qu'elle s'y est reconnue partiellement. Elle parle de contrôle, de peur, de cette tentation sourde de préférer détruire plutôt que perdre. Claire lit cette lettre plusieurs fois. Elle ne répond pas immédiatement. Puis elle écrit, sobrement. Elle dit qu'elle ne cherche pas à être comprise, encore moins pardonnée, mais que si son histoire peut servir d'avertissement, alors peut-être qu'elle n'aura pas été totalement vaine. Cette correspondance reste limitée, encadrée, mais elle marque un tournant. Pour la première fois, Claire accepte l'idée que son identité ne se résume pas uniquement à son acte, sans pour autant s'en détacher. L'affaire Lionel Fleury est désormais enseignée comme un cas complexe, un exemple des crimes où la violence n'est pas visible, mais diffuse, progressive. Les experts insistent sur la responsabilité individuelle, tout en soulignant les dynamiques relationnelles toxiques. Le discours s'est affiné, nuancé. On parle moins de monstres, plus de trajectoires. Cette évolution ne satisfait pas tout le monde, mais elle reflète une maturation collective. Comprendre pour prévenir, sans jamais banaliser. Dans sa cellule, Claire suit parfois ses débats à la télévision. Elle écoute sans commenter. Elle sait que son histoire lui échappe désormais. Elle appartient aux autres, à leurs analyses, à leurs projections. Ce détachement progressif est douloureux, mais nécessaire. Elle n'a plus besoin de contrôler le récit. Elle accepte de n'en être qu'un élément parmi d'autres. À l'approche d'une date importante, celle où une demande d'aménagement pourrait être étudiée, Claire est envahie par une angoisse sourde. Non pas celle d'un refus, mais celle d'une acceptation. Être autorisée à sortir, même partiellement, signifierait affronter les regards, les silences, les non-dits. Elle sait que la société n'offre pas facilement de seconde chance à ceux qui ont franchi certaines limites. Et pourtant, elle commence à se poser une question qu'elle n'avait jamais osé formuler auparavant. Non pas « ai-je le droit de vivre encore ?» mais « comment vivre sans nuire à nouveau ?» Cette question devient centrale. Elle marque un déplacement essentiel, du moi vers l'autre, du passé vers un futur possible, même fragile. L'affaire Lionel Fleury, à ce stade, n'est plus seulement celle d'un crime conjugal, mais celle d'un long après,
d'une reconstruction imparfaite, semée de contradictions. Elle rappelle que certaines fautes ne se compensent pas, ne se réparent pas, mais qu'elles obligent à une vigilance constante, à une humilité radicale. Et tandis que Claire se prépare, mentalement, à une nouvelle étape, une évidence s'impose, dure et indiscutable. La liberté, lorsqu'elle reviendra, ne sera jamais un effacement du passé, mais une épreuve supplémentaire, peut-être la plus exigeante de toutes. Celle de vivre au grand jour avec ce que l'on a fait, sans masque, sans contrôle, sans illusion. Le matin se lève sur la salle d'audience avec une lumière froide, presque clinique, comme si même le soleil refusait d'apporter la moindre chaleur à cette dernière journée de procès. Les bancs sont pleins. Journalistes, curieux, voisins, collègues de Lionel Fleury, tous sont là pour entendre la vérité officielle, celle que la justice va graver dans le marbre. Après des semaines de débats, de témoignages contradictoires, de silences lourds et de révélations partielles, l'heure n'est plus aux hypothèses, mais au verdict. Et pourtant, malgré cette solennité, un malaise persiste, diffus, insaisissable, comme si l'affaire Lionel Fleury refusait de se laisser enfermer dans une conclusion nette. L'accusée est là, droite, le visage fermé, les traits tirés par la fatigue. Elle n'a plus cette apparence de femme endeuillée qui avait tant ému au début. Les semaines ont effacé le masque, laissant apparaître une rigidité presque mécanique. Elle écoute, sans broncher, les dernières réquisitions du procureur. Sa voix résonne dans la salle, précise, implacable. Il rappelle les faits, un à un, dans un ordre soigneusement reconstruit. Le soir du drame. L'appel au secours trop tardif. Les incohérences dans les déclarations. Les messages effacés. Les assurances-vie récemment augmentées. Le portrait du mari idéal se fissure, puis s'effondre, pour laisser place à celui d'un homme devenu encombrant. Le procureur ne crie pas. Il n'a pas besoin de hausser le ton. Chaque phrase est un clou enfoncé lentement, méthodiquement. Il parle d'un crime sans éclat, sans violence apparente, mais d'une cruauté absolue. Un crime de proximité, de ceux qui se commettent dans l'intimité, là où personne ne regarde. Il évoque la banalité du mal, cette capacité à tuer sans haine visible, par simple calcul, par lassitude, par désir de liberté. Puis il conclut, demandant une peine lourde, exemplaire, pour que justice soit rendue à Lionel Fleury, cet homme que tout le monde croyait connaître, mais que personne n'a vraiment vu mourir. Vient ensuite la plaidoirie de la défense. L'avocat se lève lentement, ajuste sa robe, prend le temps de regarder le jury. Il sait que la bataille est presque perdue, mais il tente une dernière fois de semer le doute. Il parle d'un couple en apparence parfait, mais rongé de l'intérieur par des non-dits, des pressions, des attentes irréalistes. Il évoque la fragilité psychologique, l'isolement, la peur de perdre son statut social. Il rappelle l'absence de preuves directes, l'absence de témoins oculaires, l'absence de confession. Tout repose sur des faisceaux d'indices, sur des interprétations. Est-ce suffisant pour condamner une femme à passer le reste de sa vie derrière des barreaux? Pendant qu'il parle, certains jurés baissent les yeux. D'autres fixent l'accusée, cherchant dans son regard une faille, une émotion, un regret. Mais elle reste impassible. Pas une larme. Pas un frémissement. Ce silence, plus que n'importe quel mot, pèse lourd. L'avocat termine en demandant au jury de ne pas juger une apparence, mais des faits. Puis il se rassoit. Un murmure parcourt la salle. La présidente annonce une suspension. Le jury se retire pour délibérer. Le temps semble soudain s'étirer, devenir élastique. Les minutes passent, puis les heures. Dans la salle, l'air devient irrespirable. Chacun revisite mentalement l'affaire, les images, les témoignages, les phrases prononcées. Certains pensent à Lionel, à son sourire sur les photos, à sa réputation d'homme généreux, toujours prêt à aider. D'autres se demandent comment une vie peut basculer si brutalement, comment l'intimité d'un couple peut devenir le théâtre d'un drame aussi définitif. Lorsque le jury revient, la tension est à son comble. La présidente demande le silence. Le verdict est lu d'une voix neutre, presque administrative. Coupable. Les mots tombent, secs, irréversibles. Une condamnation lourde est prononcée. Dans la salle, certains retiennent leur souffle, d'autres laissent échapper un soupir. La famille de Lionel se serre les mains. Pas de cris, pas de joie. Seulement une forme de soulagement triste, celui de voir la vérité reconnue, sans que rien ne puisse réparer la perte. L'accusée, elle, ne réagit pas immédiatement. Puis, imperceptiblement, ses épaules s'affaissent. Comme si, enfin, le poids devenait trop lourd à porter. Elle est emmenée hors de la salle, sous l'objectif des caméras. Les flashs crépitent, immortalisant cet instant où une femme bascule officiellement du statut de veuve éplorée à celui de criminel condamné. Mais derrière cette image figée, les questions continuent de circuler.
Car une fois le procès terminé, une fois les micros éteints et les journalistes partis, l'affaire Lionel Fleury ne se referme pas complètement. Dans les conversations, dans les forums, dans les documentaires à venir, certains continueront de s'interroger. Était-ce vraiment aussi simple? Le mari idéal cachait-il des parts d'ombre que personne n'a voulu voir? La condamnée a-t-elle agi seule, ou d'autres vérités dorment-elles encore dans les silences du dossier? La justice a tranché, mais le doute, lui, survit toujours. Les mois passent. La maison du couple est vendue. Les voisins changent. Le nom de Lionel Fleury disparaît peu à peu des discussions quotidiennes. Mais pour ceux qui ont suivi l'affaire de près, il reste un symbole. Celui d'une image parfaite qui s'est révélée mortelle. Celui d'un crime sans effusion de sang visible, mais aux conséquences irréparables. Celui d'une question qui hante encore les esprits. Qui voulait vraiment la peau du mari idéal, et pourquoi personne n'a rien vu venir? Dans un dernier plan imaginaire, la caméra s'attarde sur une photographie de Lionel, souriant, prise lors d'un dîner entre amis. Une image banale, presque insignifiante, et pourtant chargée désormais d'une ironie tragique. Derrière ce sourire, se cachait une fin violente, silencieuse, programmée dans l'ombre de la vie conjugale. L'affaire est close sur le papier, mais dans la mémoire collective, elle reste ouverte, comme un avertissement cruel sur ce que l'on croit connaître des autres et sur ce que l'on refuse parfois de voir.